Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission qui vous forme et vous informe sur Business 24. L'assurance est un secteur économique regroupant les activités de production et de commercialisation. L'assurance est également un service qui fournit des prestations lors de la survenance d'événements incertains. Pourquoi s'assurer? Comment s'assurer et quoi assurer? Pour répondre à toutes ces questions, un invité. Bienvenue à Business Matin. Bonjour Pierre-Olivier Kakou, Bonjour bienvenue Marie. sur notre plateau. Merci. Qu'est-ce que l'assurance? Alors on peut définir l'assurance communément à la définition que vous venez de faire, c'est-à-dire comme une prestation qui est fournie lors de la survenance d'un événement aléatoire. Aujourd'hui, nous insistons beaucoup sur le thème aléatoire, qu'on peut appeler communément un risque. Voilà brièvement défini en fait l'assurance. Alors dites-nous, pouvez-vous nous donner la différence entre l'assurance vie et l'assurance non-vie, ainsi que les différentes définitions pour éclairer un peu nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui? Alors merci de l'occasion. Alors ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est qu'il existe deux catégories d'assurance principalement. Donc la branche non-vie et la branche vie. On peut définir la branche non-vie en fait comme tout ce qui est produit de capitalisation, c'est-à-dire en fait tout ce qui est produit de cotisation à long terme pour accéder à un capital qu'on aura défini d'accord partie. C'est un peu le cas des assurances éducation qu'on peut souscrire pour nos enfants, pour assurer leurs études supérieures, comme le cas aussi des cotisations que nous faisons en vue d'une éventuelle épargne lorsque nous irons à la retraite. À la différence de cette catégorie d'assurance qu'on appelle assurance non-vie, il y a l'assurance vie, il y a l'assurance non-vie, celle à laquelle on appartient, en fait, qui s'occupe de tout ce qui est produit de biens de personnes, c'est-à-dire tout ce qui est individus, accidents et risques divers, communément appelés IRD, et dans lesquels on peut mettre la catégorie des automobiles, des maisons, des entreprises, même l'assurance santé et maladie, communément appelée assurance maladie. Voici brièvement les deux grandes catégories d'assurance qu'on a l'habitude de voir sur le D'accord, donc marché. si on vous comprend bien, l'assurance non-vie, ça prend en compte également l'assurance maladie, c'est cela? Non, non. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance non-vie, c'est tout ce qui est produit de capitalisation, comme je le disais tantôt. Ça signifie juste que pendant une période qu'on aura définie ensemble, on peut dire que sur une période de 10 ans, on va épargner... Cela est un minimum. Exactement. Ça dépend de la compagnie à ce niveau. Mais on va épargner une certaine somme d'argent qui, au terme de la période de cotisation, donc au terme des 10 ans, va nous rapporter tel montant. Je peux choisir aujourd'hui, pour mon enfant qui a 5 ans, d'épargner sur 10 ans, chaque mois, la somme de 30 000 francs, pour que, lorsqu'il aura 19 ans, je puisse recevoir chaque année à peu près 1 ou 2 millions, selon le contrat que j'aurai choisi de souscrire. Alors, pourquoi et comment s'assurer? Alors, il faut s'assurer prioritairement pour sauvegarder son bien. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est qu'on choisit de s'assurer pour avoir la certitude qu'en cas d'événement majeur, nous puissions avoir la possibilité de nous relever. Le but de l'assureur, en fait, c'est de nous remettre dans les conditions dans lesquelles nous étions avant la survenance du sinistre. Ça signifie simplement que si aujourd'hui vous avez votre véhicule, par exemple, que vous assurez, si vous le sortez neuf de chez un concessionnaire, par exemple, vous allez rechercher éventuellement, dans le cas où il est volé, que l'assureur puisse vous redonner ou vous remettre dans les conditions d'acquisition d'un véhicule neuf au moment où vous avez eu votre sinistre. Voilà un peu. Donc le but de l'assurance, en fait, c'est de vous remettre dans les conditions dans lesquelles vous étiez avant la survenance de ce sinistre. D'accord. On entend dire de temps à autre qu'au niveau des assurances, vous choisissez les personnes que vous devez assurer, que ce soit les personnes ou les biens. Quels sont les critères que vous utilisez pour faire, on va dire, ce dispatching des personnes? Alors, je souris parce que c'est une erreur monumentale que la grande masse, en fait, pense. L'assurance, c'est vrai, a été qualifiée pendant longtemps de produit de riches, simplement parce que ça faisait appel à un certain niveau de cotisation. Mais en fait, dans le fond, l'assureur ne choisit pas. L'assureur propose une gamme de produits qui eux-mêmes, on va dire naturellement, choisissent les personnes qui sont capables d'y adhérer. On va dire un exemple simple, comme ce que je vous disais. On peut naturellement choisir de s'assurer
en automobile, mais on peut sciemment ne pas avoir la possibilité d'avoir toute la somme qu'il faut pour bien s'assurer. À ce moment-là, je choisirai la catégorie d'assurance qui va plus ou moins avec mon budget. Sauf que, à la différence d'un commerce banal, l'assureur a des limites dans lesquelles il confie en fait son assuré selon sa politique de souscription. D'accord. Quand on veut s'assurer, c'est vrai, il y a beaucoup de maisons d'assurance, il faut aller dans telle ou telle maison d'assurance, mais comment choisir la bonne maison d'assurance? Alors, on va dire que le plus important, c'est de connaître la capacité financière de l'assureur. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour le citoyen lambda? Pour le citoyen lambda, en fait, la capacité financière de l'assureur, c'est juste la capacité que l'assureur a à pouvoir le dédommager en cas de sinistre. Ça ne sert à rien plus ou moins d'aller vers un assureur qui, sur le marché, peut être réputé comme ne pas avoir la solvabilité financière pour réagir promptement. Simplement, quand quelqu'un vient vers nous pour un besoin d'assurance, il faut que nous soyons, au moment où nous souscrivons en fait avec cette personne, que nous soyons capables à n'importe quel moment de la durée de vie de son contrat, de lui fournir la prestation à laquelle il a droit. Je veux dire, quelqu'un qui vient s'assurer chez nous aussi, qui est une usine ou une grande compagnie pétrolière, il faut je veux dire, dans le cas où il y a un incendie et que la totalité de son unité de production est touchée, que nous puissions rapidement, en fait, lui fournir les fonds qu'il a garantis à son contrat pour rapidement démarrer son activité. Donc, je veux dire qu'on peut choisir son assureur surtout en fonction de sa capacité financière. Mais comment savoir justement la capacité financière de l'assureur? Alors, c'est vrai que dans ce marché-là, nous ne communiquons pas beaucoup, ou que de façon générale, les sociétés qui communiquent sont les sociétés en griffe qui payent le moins, on va dire ça comme ça, sur nos marchés en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies d'assurance ont une autorité propre à chaque compagnie, et surtout, nous avons un organe de régulation, des organes de régulation sur nos marchés qui sont à même de nous orienter. On peut aller directement vers une compagnie d'assurance, comme choisir de passer par un courtier. En fait, lui qui aura la possibilité d'interroger plusieurs compagnies du marché et pour nous sortir le meilleur rapport qualité-prix. Alors dites-moi, vous êtes vous-même assureur, pouvez-vous nous donner le pourcentage de personnes possédant une assurance non-vie à Abidjan ou en particulier en Côte d'Ivoire? Alors déjà que nous sortons d'un recensement, en fait c'est un peu opaque et on ne peut pas dire par rapport à ce dernier recensement les chiffres exacts. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut peut-être vous donner une idée du taux de pénétration de l'assurance non-vie sur le marché. Alors ce taux de pénétration là aujourd'hui, selon les derniers chiffres de notre organe de régulation, fixé à 3,5%. Concrètement, c'est quand même faible. Je vous le concède. Donc on se demande dans ce cas-là pourquoi l'assurance effraie autant. Alors l'assurance effraie simplement parce que le commun des mortels, enfin en tout cas sous nos tropiques, ne connaissent pas le bien fondé de l'assurance. Je pense que c'est beaucoup plus par peur que les citoyens lambda ne viennent pas vers les compagnies d'assurance. Il faut juste retenir que sur nos marchés africains, donc je dis globalement Afrique de l'Ouest et centrale, les populations n'ont pas encore la culture de l'assurance. Je dis aujourd'hui, même si vous pensez à louer une habitation, vous ne pensez pas systématiquement à assurer votre habitation simplement parce que vous êtes locataire. Il en va de même aussi pour les propriétaires qui n'ont pas encore la culture de l'assurance. C'est juste un problème de mentalité. Et je veux dire que c'est à la bonne heure en fait pour les compagnies d'assurance parce que ce taux de pénétration-là nous permet en fait d'être convaincus que nous avons une marge de progression significative sur nos marchés et c'est pour ça que vous rencontrez beaucoup d'investisseurs internationaux qui commencent à racheter des compagnies locales simplement parce qu'ils ont déjà saturé leur marché et la Côte d'Ivoire est un vivier incommensurable. Alors dites-moi, doit-on, après tout ce que vous venez de nous faire savoir, doit-on confondre garantie et assurance? Alors oui et non, simplement qu'il y a une petite limite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la garantie, c'est la capacité que l'assureur met dans votre contrat qui est la limite de son engagement. La question que je pose, parce que la plupart de nos téléspectateurs, surtout, on va dire l'Ivoirien lambda, ont tendance en fait à penser que l'assurance correspond à une garantie. Si je m'assure, c'est que j'ai une garantie. Est-ce le cas pour vous aujourd'hui, en tant qu'assureur qui êtes là? Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse claire? Je dirais plutôt que la prime que je paye correspond à une garantie qui correspond à cette prime-là. Excusez le pléonasme. Ce que je voudrais qu'on retienne ici sur ce plateau, c'est que le plus important quand vous venez, c'est que généralement, ce que vous payez vous donne automatiquement droit à une garantie bien particulière. Je vais prendre l'exemple de votre maison de production, par exemple, sans la citer. Business 24, allez-y. Bon, ok, c'est bien, on est dans la maison. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Business 24 peut avoir, par exemple, son matériel de production
qu'elle décide d'assurer sciemment à 30 millions de francs CFA, par exemple, alors que la valeur du matériel, c'est 50 millions. Vous voyez, si par malheur pour Business 24, et nous touchons du beau passage, je vais faire comme si cette vitre était du bois. Donc, si par malheur pour Business 24, il y a un incendie qui est le risque majeur, il ne faudrait pas que Business 24 s'attende à recevoir 50 millions. La garantie de l'assureur sera plafonnée au montant contractuel qui est de 30 millions. Donc, généralement, le commun des mortels, en fait, se trompe, se disant qu'en payant, par exemple, 10 000 francs, j'ai droit au remplacement de mon véhicule, par exemple, qui fait 3 ou 5 millions, c'est selon. Mais on oublie souvent qu'il y a des garanties contractuelles. Et il faut, comme je le disais, il faut souvent lire le contrat ou bien, à tout le moins, choisir une compagnie d'assurance qui vous met à disposition un chargeur de clientèle et qui est là pour, en fait, détailler le contrat pour vous et le rendre le plus adapté possible à votre besoin d'assurance. D'accord. J'ai une autre question également. Nous voyons en fait la floraison de plusieurs petites maisons d'assurance, surtout au niveau des véhicules. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Alors, il y a une nuance fondamentale à connaître en fait sur le marché. C'est vrai que, comme je dis, ce n'est pas très explicite. Alors, il existe différentes catégories d'assureurs ou de maisons capables de fournir des produits d'assurance. Nous avons je vais dire même 4 grandes compagnies. Donc, nous avons 4 grandes catégories. Nous avons les compagnies d'assurance en elles-mêmes, qui sont des maisons qui ont uniquement pour fonction de vendre des produits d'assurance. Donc, ça, c'est les grandes maisons d'assurance. À côté de celles-là, nous avons une catégorie que nous appelons des courtiers. C'est-à-dire que ces personnes-là sont chargées d'interroger plusieurs compagnies pour avoir une diversité d'offres. Je veux dire, si la personne lambda va vers un courtier pour assurer sa maison, ce courtier aura la possibilité d'interroger 3-4 compagnies, par exemple, et vous faire la proposition. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Alors, il y a une autre catégorie qu'on appelle des agents généraux. Ceux-là, ils ne peuvent vendre que les produits d'assurance de la maison d'assurance à laquelle ils appartiennent. Voilà, uniquement. Et bien sûr, une autre tranche d'assureurs, on va dire, mais qui est moins connue du public, mais beaucoup plus des grandes compagnies d'assurance qui sont les réassureurs, chez qui nous plaçons les grands risques. Je veux dire, quand nous assurons on va dire de grosses unités de production, par exemple, chez qui nous plaçons ces risques-là pour assurer une capacité financière. Alors, une autre question également. Je voulais savoir, on entend souvent, j'ai assuré ma voiture, j'ai eu un sinistre, l'assurance a refusé de me rembourser. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Alors, je souris parce que ça reste l'un des cas les plus fréquents, en fait, de litige, on va dire comme ça, entre les assureurs et puis les assurés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différentes catégories d'assurance automobile. Donc, ils se définissent uniquement... Le véhicule est pris comme exemple. Oui, justement. Il s'agit justement. d'un autre bien. OK, donc parlons pratiquement des véhicules parce que c'est les cas les plus fréquents où on entend dire dans des mondainités que vous êtes assuré, vous ne payez jamais nos sinistres. À tort. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il existe 3 grandes catégories d'assurance. Donc, les véhicules neufs, les véhicules d'occasion. Et puis, tout dépend de la catégorie d'assurance à laquelle vous voulez. Quand vous avez, par exemple, un véhicule neuf, vous avez à disposition une catégorie d'assurance qui permet d'avoir la totalité, en fait, ou la quasi-totalité des survenances du sinistre qui sont pris en compte. Dans ce cas de figure-là, quand vous avez un accident, vous ne déboursez aucun franc. Vous allez vers votre assureur pour faire une déclaration, à moins qu'il y ait une exclusion, et automatiquement, l'assureur vous délivre un bon. Le bon servira pour tout garage, en fait, de votre choix, où vous pourrez aller présenter ce bon et faire réparer gratuitement votre véhicule parce que la facture appartient à l'assureur. Ça, c'est le premier cas. En dehors de ce cas-là, il existe des véhicules qui ne sont pas des véhicules neufs, en général plus de 3 ans ou plus de 5 ans selon la compagnie. Et là, en fait, il intervient différents types de catégories. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès l'instant où on n'est pas dans la catégorie tout risque, en fait, donc celle qui vous permet d'avoir un bon, alors à ce moment-là, la quasi-totalité des sinistres, vous paierez vous-même les frais de réparation, mais vous transmettrez la facture à l'assureur qui, lui, sur la base d'un rapport d'expertise, pourra certifier en fait que ce que vous nous dites est vrai et vous faire le remboursement. Et c'est là qu'intervient la nuance, parce qu'en fonction de la catégorie que vous choisissez, soit l'assureur vous rembourse de façon anticipée, soit si vous avez choisi, on va dire communément, la prime la moins chère possible, il ne pourra pas vous assurer de façon anticipée, mais il va juste attendre que la compagnie adverse, donc rembourse, pour vous reverser la somme. Et c'est vrai que si jamais, par malheur, pour vous avez un accident avec un usager qui est dans une compagnie qui n'est pas solvable, à ce moment-là, comprenez que le remboursement peut prendre du temps. D'accord. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Kakou, de votre présence sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir,
Avez-vous une anecdote pour nous et pour nos téléspectateurs? Alors, je souris parce que je veux dire que, parlons particulièrement de la Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir un portefeuille d'assurés qui est vaste, aussi bien des expatriés que des nationaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que, de façon générale, ce qu'on constate sur nos marchés, c'est que quand nous allons vers une personne, on va dire, on ne va pas étiqueter, mais quand nous allons vers un expatrié, en général européen, ce qui arrive, c'est qu'avec l'expatrié, nous avons une discussion de fond sur la catégorie d'assurance. Nous lisons le contrat ensemble, nous le dépouillons ensemble. À contrario, en fait, d'une personne africaine qui, elle, s'intéresse qu'au prix de l'assurance, sans oublier, ou bien en faisant semblant d'oublier qu'à chaque fois qu'on va chercher à diminuer le prix de la prime d'assurance, dans le fond, l'assureur ne fera rien d'autre que diminuer les garanties qui sont associées à ce prix-là. Donc, plus c'est moins cher, plus on perd en garantie. On va dire oui, comme ça, simplement, tout dépend de la politique de souscription. Mais disons que si vous allez dans un restaurant ou bien dans un hôtel, voilà, c'est le bon exemple, que vous avez un hôtel 5 étoiles, vous voyez que la facture que vous paierez sera conforme en fait aux prestations que vous aurez. C'est la même chose pour les assurances. Plus vous mettrez ce qu'il faut pour avoir une bonne couverture, plus l'assureur sera à l'aise pour vous donner une couverture adaptée à vos besoins. D'accord. Merci beaucoup Pierre-Olivier Kato pour votre présence sur notre plateau. J'espère que vous avez apprécié l'entretien. Oui, bien sûr. Merci de l'opportunité en tout cas que vous nous donnez en tant qu'assureur de parler un peu plus de notre métier. Je veux dire un dernier mot. Il serait de dire à chacun des usagers, la personne lambda, de ne pas avoir peur en fait des compagnies d'assurance. Je veux dire, de plus en plus, les compagnies recrutent des personnes plus jeunes, plus ouvertes, plus courtoises en fait dans les échanges pour que nous puissions en fait échanger de façon conviviale. Donc il faut plutôt, en choisissant une compagnie d'assurance, aller vers une compagnie d'assurance qui vous met des personnes à disposition pour un échange cordial. Et à partir de ce moment-là, ces personnes pourront vous accompagner et vous aider en fait dans le choix d'une assurance adaptée à vos besoins. D'accord. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Merci à vous Noélie. Nous étions avec Pierre-Olivier Kakou, qui est chef d'agence dans une assurance de la place. Et nous nous retrouvons tout à l'heure, juste après ceci. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin. Nous démarrons tout de suite avec Infotique. Bonjour Sylvestre Afiri. Bonjour Noélie. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors hier j'étais sur ce plateau pour vous apprendre à créer une page Facebook. Et aujourd'hui je suis là pour vous apprendre à développer l'audience de cette page Facebook là. Et comme je l'ai dit hier, la page Facebook sert en fait à faire la promotion, la publicité de nos articles, de nos produits lorsque nous faisons un business. Alors, une fois que notre page Facebook est créée, nous devons faire en sorte qu'elle soit connue et vue de tous. Et pour cela, il faut développer l'audience de cette page. Et comment développer l'audience de cette page donc? Alors, généralement, c'est un particulier, c'est-à-dire quelqu'un qui a son compte Facebook, qui crée sa page Facebook. Oui, ça vous me l'avez dit hier. Oui. Et donc, pour développer la page, l'audience de la page Facebook, pardon, il faut commencer d'abord par inviter tous nos amis que nous avons sur Facebook. Nos connaissances également. Voilà, toutes nos connaissances sur Facebook, à liker la page Facebook. Qu'est-ce que c'est que liker? Liker, en fait, c'est cliquer sur la mention j'aime de votre page. Lorsque nous avons notre page Facebook, il y a une mention j'aime qui apparaît en haut à droite de l'écran. Avec le pouce levé là, comme voilà, ça? Voilà, avec le pouce. Donc, c'est inviter tous nos amis à cliquer seulement, à venir cliquer sur cette mention j'aime. Donc, nous devons inviter nos amis à liker la page et inviter aussi les amis de nos amis, c'est-à-dire demander à nos amis d'inviter leurs amis à liker cette page-là. Et plus il y a de personnes qui likent la page, plus la page est connue, plus la page est vue et tous nos produits, tous nos articles sont beaucoup plus vus, ont beaucoup plus d'audience. D'accord. Dans ce cas, très souvent, nous voyons des pages Facebook où nous voyons plus de 4000 j'aime et on a vu sur une des pages Facebook que c'est payant. Oui, ça c'est une autre astuce aussi, parce qu'en principe, Facebook nous donne la possibilité de souscrire, de payer la somme de $10, voilà, dollars américains, pour pouvoir... Environ 4000, c'est ça, hein, environ 4500. Oui, environ 4500 francs CFA. Alors, lorsque Facebook nous donne cette possibilité, parce qu'en bas, sur notre page Facebook, en bas, il va apparaître, cette mention-là va apparaître.
nous demander de développer l'audience à partir de notre carte. Donc, nous payons par carte bancaire et Facebook fait la promotion de notre page à notre place. C'est-à-dire qu'il y a des personnes même qui n'ont jamais vu notre page, qui ne savent pas que notre page existe, mais Facebook leur envoie des mentions. La publicité de notre page apparaît directement sur leur page lorsqu'ils affichent, lorsqu'ils se connectent sur Internet. Donc, lorsqu'ils voient la page et ils voient généralement la publicité et les différentes informations sur la page, ils vont directement sur la page et ils cliquent sur la page et ils cherchent à savoir en fait qu'est-ce que nous vendons, qu'est-ce que nous faisons et tout cela. Pour voir un peu la page en fait, faire oui, la promotion. pour faire la promotion de la page. Et il y a une autre astuce aussi pour pouvoir booster, pour pouvoir développer l'audience, c'est de poster des photos sur notre page et de taguer nos amis sur ces photos-là. En fait, taguer, c'est une fonction que Facebook nous donne qui permet d'indiquer que des personnes apparaissent sur une photo. Et plus il y a des personnes qui apparaissent sur cette photo, et plus la photo est vue et regardée. Et plus la photo est regardée, plus notre page est visitée, plus notre page est connue. D'accord, mais en même temps, il faut le préciser pour tous nos téléspectateurs, il faut faire quand même attention aux photos qu'on met sur Facebook. Oui, et comme je le disais tantôt, lorsque nous créons notre page Facebook, c'est pour faire la promotion de nos articles, c'est pour faire la promotion de nos produits, la publicité de nos produits. Donc, il va sans dire que les différentes photos que nous avons postées sont forcément les photos de nos produits, les photos de nos articles. Pour moi, par exemple, qui fait un business de voitures, qui vend des voitures, je suppose que lorsque je vais publier des photos sur ma page Facebook, ce sont les voitures que je cherche à vendre que je vais mettre sur la page Facebook. Je mets les photos, je mets également le prix et je tag mes différents amis sur cette photo. Et plus la photo est vue, plus les gens connaissent, les gens savent qu'il y a une voiture en vente et ces personnes-là vont chercher peut-être à contacter ou à venir sur la page pour avoir plus de renseignements concernant cet article qui cherche à être vendu. Vous avez aussi une autre astuce pour nous ou c'est tout pour aujourd'hui? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. Je crois que je vais revenir encore demain pour donner encore d'autres idées, d'autres astuces à nos téléspectateurs sur autre chose. Parce qu'on ne va pas seulement rester sur la page Facebook, la création de la page Facebook, mais il y a encore d'autres idées, il y a encore d'autres choses que je vais apporter à nos téléspectateurs. Merci Sylvestre pour ce cours très, très, très enrichissant. Merci Noélie. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro? Oui, toujours fidèle au poste. D'accord. Quant à nous, nous libérons Sylvestre Afiri, mais nous nous retrouvons tout de suite, juste après la pub. Les potins de l'économie, c'est tout de suite et c'est l'œuvre d'Alex Mokhtar. Bonjour Alex. Bonjour Noélie. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Alors, comme j'ai l'habitude de dire, nous, quand on passe par ici, c'est pour permettre aux téléspectateurs d'être au fait de toutes les infos croustillantes, on dira, et de toutes les initiatives, somme toute novatrices, donc, en Afrique et dans le monde en ce qui concerne l'économie. Alors, c'est la période des fêtes, on a voulu partager une information quelque peu légère avec les uns et les autres. Alors, il vient de paraître un classement assez particulier. Il s'agit du classement des 50 plus grandes fortunes du continent africain publié récemment donc par le célèbre magazine américain Forbes. Alors, 50 personnes les plus riches d'Afrique dont la fortune cumulée avoisine les 110,7 milliards de dollars pour être bien précis. Y a-t-il un Ivoirien dans le classement, Alex Mokhtar? Alors là, pas du tout. Désolé de vous décevoir, toi et les téléspectateurs, mais il n'y a pas d'Ivoirien dans ce classement. Mais il est important de noter que cette fortune cumulée de 110 milliards est en hausse de 6,7% environ par rapport à l'année dernière. C'est pour te dire que les riches sont de plus en plus riches sur le continent. Ah, mais c'est intéressant tout ça. Même très intéressant. Alors, on se demandera forcément qui est l'homme le plus riche du continent. Qui est donc en tête? Alors, il s'agit donc du Nigérian Aliko Dangote, tout simplement, qui lui culmine à près de 21 milliards de dollars, s'il vous plaît. Voilà. Et je te vois qui sourit. Bien sûr, ça fait rêver pour cette période des fêtes, je ne te dis pas. Et juste derrière lui, on retrouve le Sud-Africain Johan Rupert qui, lui, a fait fortune dans les produits de luxe qui pèsent seulement 7,3 milliards de dollars. La différence entre le premier et le second, elle est immense, elle est quand même grande. Elle est quasiment très grande, environ 13 milliards de différence pour le gap qui est entre ces deux personnes-là. Mais bon, moi je me contenterais bien aussi d'une centaine de millions, pourquoi pas de dollars. Alors, en troisième position donc? Alors non, je me suis intéressé qu'à ces deux personnes-là, pour ainsi dire, mais j'aimerais déjà faire un constat. C'est que c'est pour la première fois depuis l'existence de ce classement-là, il y a plus de Nigérians que de Sud-Africains. Alors, on compte exactement 13 Nigérians dans ce classement, les hommes les plus riches. Donc, et juste derrière, on a les
Sud-Africains qui sont au nombre de 11. Alors, si tu le permets, encore une autre info pour toi. Il y a 6 nouvelles personnes qui font leur entrée dans ce classement. Alors, on ne va pas s'appesantir sur toutes ces 6 personnes-là, mais il y a un nom qui nous a frappé. Il s'agit donc du souverain du Maroc, Mohamed VI, qui fait son entrée dans ce classement. Qui fait bien sûr et maintenant partie des hommes les plus riches d'Afrique. Tout à fait. Et il culmine, lui, à 2,1 milliards de dollars. Attendez, le roi du Maroc a 2,1 milliards de dollars, ouais. Alors, et le Nigérian Aliko Dangote est à 21 milliards. 21 milliards. Mais dis donc, il y a de quoi laisser la présidence. Hein. Ah, tout à fait. Alors, ainsi que la royauté, je dirais. Tu l'as bien dit. Alors, je sais que certaines personnes se demandaient, oui, mais où sont les chefs d'État africains et tout. Ah non, il ne faut pas parler de ce classement-là. Mais désolé. Mais voilà, désolé pour eux. C'est seulement pour les hommes d'affaires. Tout à fait. Et bien sûr, comme quoi on fait fortune dans les affaires en Afrique également. Et ces personnes-là ont des activités tout aussi diverses les unes que les autres et ont su faire montre de leur capacité de gestion et de leur esprit d'initiative. Donc, pour être dans ce top 50, là, on dira des personnes les plus riches. Mais au niveau d'Aliko Dangote, par exemple, qu'est-ce qu'il a en généralité? Qu'est-ce qui a fait sa fortune? Alors, ce monsieur a ceci de particulier qu'il a investi dans tout ce qui est, pour faire simple, hein, tout ce qui est construction, en fait, dans le ciment, dans le bâtiment, voilà. Dans ce genre d'activité-là, il a décidé de s'investir et ça lui réussit très bien. Alors, je te donne une anecdote toute simple. Il y a la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey. Voilà, qui, il y a cela quelques années, un peu se moquait de lui en prétendant qu'il n'était pas très très riche, quoi. Voilà, alors il lui a simplement dit qu'elle pèse que 2 milliards de dollars, à peu près 2-3 milliards de dollars, et que ça c'était le budget, en tout cas le chiffre d'affaires d'une de ces entreprises qui se situait quelque part dans le monde dont on ne se souvenait vraiment pas du nom en fait. Oh mon Dieu, voilà. oh mon Dieu. Voilà, c'était juste ça pour lui dire, bah, écoute, ça c'est l'anecdote du jour. Voilà, écoute, d'accord, tu te moques de moi, tu penses que je ne suis pas riche, mais ça c'est le chiffre d'affaires juste d'une de mes sociétés dont je ne me rappelle même pas du nom, et d'une minime société que j'ai, donc voilà. Pour te dire que respecte-moi tout simplement, voilà. C'est très intéressant pour ça. Merci beaucoup Alex Mokhtar pour ces informations très croustillantes qui gagnent nos journées. Voilà, parce qu'avec vous, on apprend toujours des choses quand même très intéressantes. Bah, c'est moi qui vous remercie. Alors, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouverons dans un prochain numéro. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis au revoir.